Jungle. Bonjour à toutes et à tous, merci de choisir Sport FM à l'heure de la riposte contre la Covid-19. Comme c'est le cas depuis plusieurs mois déjà, la référence sportive reçoit cet après-midi Joël Abalo, chef division des affaires juridiques au ministère de la Santé. Ensemble, on continue de parler de la maladie à coronavirus, la situation de la pandémie au Togo. Plus de 3 mois après l'apparition du virus au Togo, nous parlerons également malheureusement du nombre de décès, c'est 14 depuis quelques semaines déjà. Et situation spéciale, disposition spéciale, voilà pourquoi Radio Sport FM s'est engagé depuis plusieurs mois déjà. La mise en onde de cette émission, c'est l'affaire d'Anas PM. La vidéo pour Patron et l'homme à Dovon, comme toujours, une vidéo que vous pouvez retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. Merci de nous faire confiance, bienvenue. Quand on te parle, il faut écouter. L'affaire là est vraiment sérieuse. La pandémie du coronavirus qui a commencé à Wuhan en décembre dernier, vous le savez, et puis après a pris tout le monde entier de vitesse. Même les États-Unis n'arrivent pas à contrôler ce fichu virus. On a même parlé ces derniers jours de pratiquement 100 000 contaminés en 2 jours. Ça fait froid dans le dos. Pour vous dire tout simplement que cette maladie, c'est une réalité. Il ne faut pas jouer avec. Nous recevons, on vous l'a dit, cet après-midi, Joël Abalo, chef division au ministère de la Santé. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour monsieur et bonjour à nos éditeurs, à nos auditrices et tous ceux qui nous suivent. Tout va bien? Oh, bien, en période d'épidémie, c'est difficile de dire ça va bien, mais on gère. Voilà, alors quand on parle de la situation aujourd'hui avec au total 14 morts au Togo depuis l'apparition de cette pandémie, qu'est-ce que ça vous dit? Bon, on aurait souhaité avoir 0 mort. Pas 0 mort, mais qu'il n'y ait pas de mort. Parce que une mort de plus, c'est de trop. Ouais. Mais quand on voit ce qui se passe, vous venez de le dire dans l'introduction, qu'il y a plus de 100 000 morts en 2 jours aux États-Unis. 100 000 contaminés. 100 000 contaminés, 100 000 contaminés en 2 jours. Et même les pays voisins, on se dit que le Togo n'est pas encore au gouffre. Enfin, on n'a pas encore franchi le Rivigon. Donc, pour ça, rien que pour ça, on est un tout petit peu satisfait. Mais comme je le dis, le mieux serait été qu'on n'ait pas du tout de cas de Covid et qu'on n'ait pas de mort. Ça fait près de 4 mois que cette pandémie est annoncée au Togo. Alors, au ministère de la Santé, quelles sont les dispositions qui ont été prises depuis pour lutter contre cette pandémie? Voilà. Qu'est-ce que le ministère a fait, vous avez dit? Oui. Bon, je voudrais commencer par restructurer un peu comment la lutte est organisée. Oui. D'abord, au niveau de la présidente de la République, il y a une cellule dirigée par le président de la République lui-même. Après ça, il y a une coordination nationale chargée de la riposte de la maladie. Et patronné par le colonel Mohamed Djibril. Oui. Exact. Donc, cette coordination est relayée au niveau de chaque secteur ministériel par les structures ministérielles. Et comme le ministère de la Santé est le premier ministère concerné, et donc le ministère aussi fait ce qu'il peut pour accompagner donc justement la coordination nationale. Qu'est-ce que vous mettez dans fait ce qu'il peut voilà. Au début de la crise, le cas index du 5 mars, c'était d'abord le ministère de la Santé qui s'est saisi de la question parce que c'est les services de surveillance du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique donc, qui ont été alertés, qui ont détecté ce premier cas, ont commencé les investigations et ont rendu compte à la hiérarchie. C'est compte tenu donc de l'évolution de la pandémie qui est devenue maintenant, ce n'est même plus une pandémie, ça devient une endémie parce que c'est appelé à durer dans le temps, que donc le chef de l'État, premier citoyen donc togolais, a pris ses responsabilités pour monter quand même le niveau de la riposte. Et depuis lors, je dirais que le ministère de la Santé, il y a une cellule sectorielle chargée de la gestion de la maladie, cellule à laquelle j'appartiens, qui se réunit de façon journalière, au début, et qui fait des propositions qui sont versées à la coordination. Donc, ça va être difficile en 2-3 mouvements de décrire ce que le ministère de la Santé fait, mais il y a une cellule sectorielle où il y a la communication, l'épidémiologie, la planification. En tout cas,
La lutte est organisée comme même l'a voulu le premier responsable de l'État, organisée au niveau national. Même si vous voyez même l'organisation de la coordination, vous voyez que la coordination est décentralisée. Vous avez la coordination nationale, mais au niveau des préfectures, il y a des démembrements de cette coordination au niveau de cette préfecture. Donc le ministère de la Santé, comme tous les autres ministères donc, continue la surveillance de routine et les éléments de lutte que ramasse le ministère de la Santé. Il le verse donc à la coordination qui est chargée de compiler, de rencontrer le chef de l'État. Alors, depuis l'apparition de cette pandémie, ça a fait pratiquement 4 mois. Alors, qu'est-ce qui a changé dans le fonctionnement du ministère même de la Santé? Parce que c'est le ministère concerné en premier lieu. Il y a des habitudes qui ont changé là-bas? Bon, habitude, j'avoue que... Comme quand la crise a commencé, tout le monde était effrayé. Je dirais que 90% des activités dans les premiers moments étaient consacrées au Covid, à la Covid désormais. Parce qu'on faisait des réunions chaque jour, des décisions il faut appliquer. Donc, tous les secteurs du ministère étaient mobilisés pas que, mais pratiquement que pour la Covid. Maintenant qu'il y a des structures qui ont relayé donc, les ministères, donc il y a la coordination, il y a les cellules, il y a même les comités scientifiques, ça a fait qu'on a constaté que le ministère de la Santé, quoique étant le premier ministère concerné, a repris les activités ordinaires. C'est dans ce sens que vous avez vu il n'y a pas longtemps, on a voulu lancer la campagne, parce qu'il n'y a pas que Covid qui soit maladie. Covid n'a pas arrêté les autres maladies. Pendant ce temps, il y a toutes les maladies que nous connaissons avec le taux de létalité que nous connaissons. Donc, progressivement, vu que le truc est devenu une affaire nationale et la structuration qui en est faite au niveau du sommet de l'État, le ministère de la Santé a commencé par retrouver ses activités normales. Et votre division, la division des affaires juridiques, qu'est-ce qu'elle apporte dans cette situation concrètement exactement? On parle d'affaires juridiques, de l'autre côté il y a la santé. C'est quoi le rapport? Non, je suis sûr que vous ne voyez pas le rapport, mais je vais vous en donner. Oui, il faut le rapport parce que justement c'est la même question que me posent les amis de la faculté de droit qui se demandent qu'est-ce que je fais au ministère de la Santé. À cette question, je réponds, je dis, je ne connais pas la fonction du bon Dieu qui a créé le monde. Tout ce que je sais, après que le bon Dieu ait créé le monde, la première activité qu'il a exercée, il a été juriste. C'est vrai. Vous savez pourquoi? Quand il a créé Adam et Ève, moi je suis chrétien, je prends la Bible pour... Quand il a créé Adam et Ève, le premier acte qu'il a posé, il a signé un contrat avec eux. Il dit, faites ceci, ne faites pas ça. C'est le non-respect de cet engagement contractuel au départ qui est la conséquence de ce que nous vivons. Cette histoire pour vous donner l'idée de ce que représente un juriste dans une administration. En tout cas, moi, je n'en connais pas. Une administration qui n'a pas de juriste, une administration sérieuse. Pour revenir à votre question, exactement pour savoir ce que nous faisons, la division des affaires juridiques qui est logée au secrétariat général du ministère chargé de la Santé, secrétariat général qui est donc le moteur, le moteur de l'administration centrale, a de façon schématique 2-3 rôles. C'est-à-dire que nous intervenons. La première activité, c'est la réglementation. Et dans le cadre de Covid, je vais vous citer quelques éléments. Nous avons tous appris que, par exemple, il y a eu gratuité de soins dans la gestion de Covid. Oui, la gratuité de soins, ça ne se décrète pas dans l'air. Il faut un élément, il faut un acte juridique. Et là, le service doit être convoqué, naturellement. Vous avez appris entre-temps que le CHR, qui était un centre hospitalier régional, ordinaire, a été dédié pour la circonstance aux maladies infectieuses. Et ça, ce n'est pas dans la bouche, il fait un acte pour... Je vous donne juste quelques éléments. Nous avons appris, entre-temps, qu'on a monté une antenne de l'Institut national d'hygiène à Kara. Ce n'est pas... Le ministre ne veut pas dire, oui, à partir du 10, j'ai une antenne, il faut un acte. Et c'est un acte hautement juridique. Nous avons appris qu'on a installé des dispositifs de test à l'aéroport de Lomé. Ce n'est pas dans la bouche également. Voilà autant d'éléments pour dire que le service juridique est quand même aux appoints. En tout cas, pas seulement le service juridique, mais tous les services du ministère de la Santé, comme partout ailleurs, vu que c'est quelque chose d'envergure nationale. Et vous avez dit, quand on dit Radio Sport FM, on aurait pensé qu'on ne fait que du sport, mais je salue d'ailleurs votre engagement. Comme tout le monde est mobilisé,
le service juridique du ministère de la Santé n'est pas du reste. En tout cas, on est dans le social, dans la culture et le sport. À comprendre bien les choses, votre division est bien impliquée, forcément impliquée, profondément impliquée dans la gestion, dans la lutte contre la Covid-19, créer des cadres juridiques pour permettre des changements qu'impose, on va dire, cette situation. Exactement, mais il n'y a que ça. La cellule dont je vous parlais, la cellule sectorielle qui gère la Covid au ministère de la Santé, nous, en tant que responsables du ministère du service juridique, sommes chargés de l'administration, de la centralisation des actes administratifs, de tous les actes administratifs qui sont pris dans le cadre de cette gestion. C'est-à-dire donc que nous sommes en amont et pendant, même après la crise, nous serons là, nous, en tant que service juridique. Alors aujourd'hui, 4 mois après, quelle est la position du ministère de la Santé face à la Covid-19 ? C'est une satisfaction dans cette guerre contre la Covid-19. On a l'impression de gagner quelque chose, de battre en retraite cette pandémie, de l'éloigner petit à petit. C'est ce qu'on se dit au jour d'aujourd'hui. Comme je l'ai dit, ça va être trop prétentieux de se décerner le satisfecit dont vous faites allusion. Parce que, comme vous l'avez appelé guerre, je reprends vos mots, la guerre n'est pas gagnée. On est en train de gagner peut-être quelques batailles. De là à se décerner un satisfecit, je me dis qu'il est très tôt pour le dire. Très tôt parce que maladie, c'est une pandémie nouvelle dont on ne maîtrise pas tous les paramètres. J'ai l'habitude de dire que c'est une maladie de toutes les incertitudes. Donc, au lieu de nous jeter des satisfecits, nous sommes quand même, quand je dis nous, au ministère de la Santé doit être fier de ses services. Ça, je ne vous le cache pas. Les services, surtout de la surveillance, en tout cas, tous les services du ministère ont fait du bon travail. Le résultat, vous avez dit qu'on ne compte que 14 morts jusqu'à présent. C'est déjà trop grand. C'est grand, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Comparaison n'est pas raison. En 4 mois, Covid a tué 14 personnes. Encore qu'il est difficile d'établir que toutes les 14 personnes sont décédées exclusivement pour cause de Covid. Vous savez, la littérature... Vous ne pouvez pas prouver ça ? Que c'est exclusivement... Non, la littérature a démontré, je ne suis pas médecin, mais la littérature a démontré que les 14 ne sont pas morts exclusivement de Covid. Bon, c'est un autre débat. Mais pourquoi on dit 14 ? Si ce n'est pas exclusivement... Parce qu'au moment de leur décès, ils étaient déclarés positifs au Covid. Bon, je ne veux pas qu'on rentre dans les détails, mais je veux simplement vous demander, si vous avez quelqu'un qui a le Covid sur un tableau de VIH-Sida, sur un tableau de diabète, tout composé, qui a un décès, finalement, il est mort de quoi ? Mais du point de vue statistique, le ministère se doit de le compter parmi les décédés de Covid. C'est à ça que je fais l'allusion. Pour dire qu'à y voir de près, il se pourrait que le nombre ne soit pas exactement 14. C'est la démonstration que je veux faire. Alors aujourd'hui, donc, on est fiers de ce qu'on fournit comme service du côté du ministère de la Santé, mais en même temps, on est prudent, on ne veut pas crier victoire, c'est ça? Exact. On doit être fiers. De la même façon, quand vous faites votre métier de journalisme et que vous le faites bien, vous êtes fiers. Nous, au ministère de la Santé, pour la gestion de cette crise-là, en tout cas pour le moment, ça ne se passe pas très bien, mais ça se passe plutôt bien. Donc, nous sommes satisfaits, mais nous restons prudents. Le ministère de la Santé, premier ministère concerné dans cette lutte contre la Covid-19. Quand on parle de cette histoire de pandémie, on a parlé de nouvelles structures, surtout de nouveaux appareils qui rentrent en ligne de compte. On a fait venir des respirateurs, on a fait venir de nouveaux lits. Aujourd'hui, vous l'avez dit, vous n'êtes pas médecin, mais vous voyez quand même ce qui se passe au niveau du ministère de la Santé. Aujourd'hui, le Togo est suffisamment armé pour lutter contre cette pandémie. Lits, côté hospitalisation, les soins appropriés, respirateurs. Le Togo est suffisamment armé, voulez-vous dire? Je vous prends au mot, suffisamment armé. Je ne se le redis, c'est trop audacieux ça. Quand on sait que les pays les plus évolués, comme les États-Unis dont vous avez parlé, la France, n'ont fait que du feu devant cette pandémie, il va être très audacieux de dire que le Togo s'est suffisamment préparé. Pour autant, il faut quand même avouer que le Togo a fait des efforts louables. Qui aurait imaginé que le 5 mars, qu'on aurait pu ne serait-ce que contenir et maîtriser
le risque de propagation de cette maladie. Donc, en l'espace de 3-4 mois, bon, comme tous les pays, le Togo a fait des efforts énormes dans tous les sens, en matière d'investigation, en matière d'infrastructure, d'apport, d'appui à l'infrastructure. En tout cas, je dis bravo. Je voudrais qu'on continue dans ce sens. Et d'ici là, pourquoi pas? Peut-être, je ne le souhaite pas, jusqu'à la prochaine épidémie, on serait peut-être prêt. Vous êtes d'accord avec ceux qui disent que cette pandémie a donné un coup de fouet à certains gouvernements africains qui étaient carrément en retard sur le plan sanitaire en matière d'infrastructure? Vous êtes d'accord avec ceux qui pensent comme ça? Nous pensons peut-être la même chose, pas avec la même façon de le dire, la même intensité. Un coup de fouet, non. Je crois que l'épidémie a quelque chose de malheur et bon. L'épidémie a révélé ce que nous savons déjà. L'épidémie a révélé que ce n'est pas un secret, ce n'est pas un secret d'avouer que les systèmes sanitaires en Afrique ne sont pas suffisamment ancrés. Ça, ce n'est pas un secret. Maintenant, est-ce que c'est Covid qui a boosté, a fait comprendre aux gens? Peut-être que c'est venu donner un coup de pouce, comme vous le dites, mais le Togo, de façon, sur le plan sanitaire, n'évolue pas ex nihilo. Nous avons des documents. Il y a une politique nationale de santé, il y a le plan national de développement qui couvre de 2017 à 2022. C'est pour dire que le gouvernement a son programme évolue à son rythme. Sauf que, vu l'ampleur de la crise sanitaire qui nous a secoué, qui a secoué le monde entier, un peu comme la France s'est rendue compte, un peu comme d'autres pays évolués se sont rendus compte qu'en tension, les systèmes sanitaires n'étaient pas aussi efficaces qu'ils le croyaient. Peut-être que le Togo aussi s'est rendu compte qu'on avait encore quelque chose à régler. Il y a quelques mois, on n'avait pas de centre dédié exclusivement aux maladies infectieuses. Aujourd'hui, c'est chose faite. Est-ce que ce n'est pas un retard déjà, ça? Il faut que la situation se présente d'abord avant d'aller chercher les armes. Si on s'était préparé, ce n'était pas mieux. Oui. Est-ce que vous allez me dire que le Togo ne s'est pas préparé? En tout cas, je ne sais pas comment vous allez répondre, mais je me dis, le Togo ne s'est pas préparé à la gestion de Covid. Mais je suis sûr d'une chose, le Togo s'est préparé à la gestion des MPE, des maladies à potentiel épidémique. C'est-à-dire que, tirant leçon des expériences, parce qu'on s'était suffisamment préparé 2014-2015 pour gérer Ebola, qui n'est jamais venu au Togo, l'expérience là, le Togo, en tout cas le ministère de la Santé, a convoqué cette expérience-là, capitalisée, et ça nous a rendu service. Je vous dis, c'est l'occasion même de rendre un vibrant hommage au service sanitaire togolais, surtout la surveillance qui fait de gros efforts, tirant justement leçon de cette préparation qui, a priori, on se disait que c'était du gâchis parce que ça ne nous a servi pas. Ça ne nous avait pas servi en 2014-2015 à grand-chose parce qu'on s'était immensément préparé, des réunions sur réunions. Le Togo s'était équipé, c'est ça que vous voulez dire par rapport à Ebola? Équipé, oui, mais surtout, s'est préparé sur le plan de projection, sur le plan de la programmation, sur le plan de la formation. C'est ça qui fait qu'on n'a pas traîné à rentrer dans la course. C'est-à-dire que les pays qui ont hésité un peu, je suis fier aujourd'hui de dire que le Togo peut discuter d'égal à égal, peut-être mieux même avec certains pays comme la France en matière d'investigation, en matière de surveillance, je vous dis. Vous n'exagérez pas? Bon, peut-être que vous trouvez, mais moi je suis dans le secteur, je sais comment ça se passe. Je dis que tirant les pays africains dans leur majorité, parce que nous avons été plusieurs fois frappés par les maladies à potentiel épidémique, la fréquente gestion de ces maladies a fait que nous sommes plus aguerris que les Européens. Pour une fois, quand nous faisons quelque chose de bien, plus que les autres, avons quand même, soyons fiers de le dire, sans vergogne. Donc aujourd'hui, sur ce plan, le Togo peut se pointer devant la France et bomber le torse, oui. Oui. Je parle des services spécialisés. Je ne parle pas du système sanitaire. Il faut que ça soit clair. Je parle de la gestion de l'anticipation, je parle de la surveillance et je parle de tout ce qui entoure la gestion de l'épidémie. Les résultats sont parlants. Nous avons eu 14, moi je ne dis pas que c'est bon, mais comparé aux résultats de la France, vous comprendrez que peut-être c'est dû au fait que ces pays, un peu comme disait aujourd'hui le professeur David Mireille, le spécialiste de la question, que les pays européens, fiers de leur orgueil, pensaient avoir éliminé aussi bien les maladies, enfin les microbes, au point qu'ils ont négligé certains aspects comme la vaccination, les services de surveillance au niveau élémentaire.
Ce que nous ne continuons pas à faire, parce que nous étions conscients de la faiblesse de nos systèmes sanitaires, mais parce que nous sommes régulièrement confrontés à ces maladies microbiennes d'origine infectieuse, ça a fait que, finalement, nous sommes aguerris, mais secondo, nous avons été aidés parce que notre immunité a quelque peu augmenté. Ce sont des facteurs qui ont fait que les pays africains, en tout cas les subtropicales, n'ont pas trop subi le choc que les Européens ont prédit. Hein. Je lisais l'autre fois sur un journal français, Le Figaro, qui a dit l'incroyable résistance de l'Afrique à la Covid. Oui, comment comprenez-vous ça? C'est parce que il fait chaud en Afrique, c'est parce que les Africains sont plus jeunes par rapport à la population européenne qui est vieille. Comment peut-on l'expliquer? C'est seulement parce que les Africains ont peut-être une immunité forte? Non, ce que je dis là, tout ce que nous disons là, c'est des hypothèses. Oui. Encore une fois, je le répète, Oui. Covid-19, c'est une maladie nouvelle, une maladie de toutes les incertitudes. Qu'on n'a pas fini de maîtriser. Qu'on n'a pas fini de maîtriser. Une thèse sur laquelle vous tenez dur aujourd'hui avec les plus grands spécialistes, peut changer ça demain. tombe comme un château de cartes. Et donc, on est en train d'apprendre. Mais au vu des résultats à l'étape actuelle, on est tenté de croire aux hypothèses que vous avez convoquées. La jeunesse de la population africaine, la chaleur, mais surtout un développement acceptable de notre degré d'immunité, de production d'anticorps capable d'atténuer et d'amoindrir quand même le choc que pourrait provoquer. Vous avez ajouté la vieillesse de la population européenne par rapport à l'Afrique. Cette thèse ne me convient pas trop parce qu'en Afrique aussi, bon... voilà, au Togo, même on a eu on a eu un nouveau-né qui est mort. Donc, pour la vieillesse, je ne suis pas trop convaincu. Mais les caractères, encore que je ne suis pas spécialiste de la question, je fais juste des analyses personnelles. Oui. J'estime quand même que ces éléments-là ont beaucoup joué en faveur des États africains. En tout cas, nous recevons Joël Abalo, chef division des affaires juridiques au ministère de la Santé. Comment expliquez-vous cette sortie il y a quelques semaines du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom? Il disait que l'Afrique doit se préparer à des lendemains difficiles. Qu'est-ce qu'il veut dire? Que oui, l'Afrique n'a pas encore connu le pic. On sait qu'en Afrique du Sud, le pays le plus touché d'ailleurs sur le continent, il y a beaucoup de morts là-bas. Et voilà, maintenant, qu'est-ce qu'il veut dire là? Voilà, vous avez compris tout de suite, je vous disais, quand il s'était agi de jeter des satisfecits ou pas, je vous disais que le ministère de la Santé, quoique étant conscient qu'il est en train de gagner une bataille, appelle à la prudence. C'est la même chose que fait le directeur général de l'OMS. Parce qu'on ne maîtrise pas tous les paramètres. Tout peut arriver. Surtout que nous avons un système sanitaire, je ne vais pas dire différent, mais peu performant par rapport aux Européens. Imaginez-vous, nous, on n'a pas la capacité de gérer un si grand nombre de malades à la fois. Et donc, heureusement que Dieu a prouvé cette fois-ci qu'il est africain. C'est vrai? Ah oui, Dieu a prouvé qu'il est africain parce que si on avait à gérer autant de malades, vous avez parlé de 100 000 morts en 2 jours, je dis 100 000 contaminés aux États-Unis. Vous imaginez si ça... Bon, les États-Unis qui sont d'ailleurs à plus de 122 000 morts depuis le début de... Si on avait un nombre... Bon, heureusement qu'on n'a pas les mêmes effectifs en termes de population, mais si ne serait-ce que le quart arrivait dans un pays comme le Togo, mais ça va être la cata comme il prévoyait d'ailleurs. Donc, c'est en ce sens que je me suis permis de dire que Dieu est africain cette fois-ci. Voilà, Joël Abalo, chef division des affaires juridiques au ministère de la Santé. Encore une question relative à l'Organisation mondiale de la santé que beaucoup ont taxé d'organisation qui ne dit pas souvent la vérité autour des médicaments, que cette organisation soutient peut-être d'autres firmes pharmaceutiques au détriment d'autres. Aujourd'hui, on dit oui, ce protocole n'est pas bon pour traiter, je rappelle que vous n'êtes pas médecin, pour traiter ou bien pour lutter contre la maladie. Demain, on dit oui, ça c'est bon
produisez-en plus. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas jusqu'aujourd'hui, même si on n'a pas fini de maîtriser, de découvrir cette pandémie, mais on n'arrive pas à se positionner, à parler d'une même voix. Par exemple, le protocole du professeur français Didier Raoult qui permet quand même de traiter des personnes atteintes du virus. D'ailleurs, le Togo a choisi ce protocole-là, mais ce n'est jamais officiel au niveau de l'OMS. Ah bon? Vous me surprenez par rapport à la dernière partie de votre intervention. Oui, mais ça n'a jamais été officiel du côté de l'OMS. Oui. Ah, d'accord, mais l'OMS est une organisation onusienne. Et donc, l'OMS n'impose rien aux États qui, au demeurant, sont souverains. L'OMS fait des recommandations. Quitte au pays, mais l'OMS a dit ça, mais le Togo a adopté quand même le protocole du professeur Didier Raoult dont vous parlez. C'est pour dire que l'OMS fait des recommandations et les États, en fonction des paramètres locaux, choisissent, définissent ce qu'ils doivent faire. Et le Togo a justement, malgré ce que l'OMS a dit, le Togo a choisi ce protocole-là et jusque-là, ça se passe un peu bien. Il y a, on va dire, près de 200 vaccins qui sont en essai, médicaments compris, en essai dans le monde. Et là, beaucoup disent que, oui, il y a quelque part un peu de business autour. Oui, voilà. Bon, vous comprenez ceux qui pensent ainsi aussi. Je veux peut-être les comprendre, sauf qu'ils ne m'ont pas trop convaincu pour l'instant. Je me laisse convaincre cependant. Je me laisse convaincre parce que je me dis que c'est des discours à prendre avec pincette. Il ne faut pas aller trop vite en besogne non plus, parce que je ne vois pas quel État responsable se permettrait en 2020 de donner du n'importe quoi à sa population qui lui a donné mandat de le gouverner. Ça m'étonnerait, ça ressemblerait à quoi, je ne sais pas, au nom de combien de millions, de milliards de dollars. Ça m'étonnerait. Je fais plutôt le raisonnement inverse. Je me mets en position d'attaque pour dire, est-ce que ceux qui infiltrent ces informations-là n'ont pas plutôt intérêt à nuire, non seulement au développement des médecins, mais à nuire à ces firmes? C'est la question que je me pose parce que ça n'a aucun... Mais c'est absolument incongru. Vous imaginez qu'un responsable togolais va prendre le risque de faire vacciner sa population au nom de combien c'est inimaginable. Donc, je renverse la question pour dire que ceux qui torpillent l'opinion, c'est le mot même qu'il faut avouer, torpillent l'opinion, n'ont pas plutôt d'autres intérêts à défendre. Il n'y a pas peut-être d'autres intérêts. On se demande aussi, parce que là, les firmes pharmaceutiques qui sont très, très puissantes continuent quand même de faire souvent pression sur l'OMS. Nous devons avoir le courage. Mais attendez. J'ai l'impression que le développement de la science fait peur. Mais il y a quelques jours, mais ceux qui donnent ces informations, il y a quelques jours, on nous a dit que le Togo, l'université de Lomé, en collaboration avec les tradithérapeutes, ils sont en train de développer des produits. Pour l'instant, ils ne sont pas encore arrivés contre la Covid. Oui, ils ne sont pas encore arrivés à trouver le médicament, mais ce qu'ils ont trouvé, c'est intéressant. Moi, j'encourage. S'ils ont parlé de 4 produits qui sont en test, j'aurais voulu qu'on parle de 10 produits, de 15, pourquoi pas, de 20 vaccins togolais qui sont en course. Oui, pourquoi pas. Mais pourquoi pas. C'est des initiatives à développer. Peut-être qu'on ne communique pas beaucoup autour. Oui, parce que peut-être on n'a pas fini de faire les études autour. Vous savez quoi, le risque que je crains dans cette histoire-là, de tout faire pour peindre en noir tout ce qui est vaccin, on risque d'avoir un effet contre-productif. C'est-à-dire que même un Togolais trouvera un vaccin qui va être crédible, validé et tout, mais on dira que vaccin parce qu'il y a des intérêts et on risque de ne pas se faire vacciner alors que c'est un produit. Parce qu'il y a eu des antécédents, ou bien? Bon, de toute façon, si aujourd'hui, en rentrant à la maison, je ne vous le souhaite pas, vous commettez un accident, vous n'allez pas renoncer. Vous n'allez pas renoncer à aller à moto ou à voiture. C'est que même s'il y a des précédents, il faut continuer. Le monde même a été toujours fait comme ça. Le monde, c'est ceux qui luttent, qui gagnent.
Même s'il y a des antécédents, ce qui est intéressant de faire aujourd'hui, c'est la discipline. Regardez dans le sens que le gouvernement détermine. Très bien, on va revenir d'ailleurs sur les mesures barrières. J'ai envie qu'on reprenne sur la partie où on avait chuté, l'université qui travaille sur des médicaments, parce que ça intéresse la population, de savoir que oui, ici également, il y a, on va dire, une structure ou bien une cellule qui travaille sur, on va dire, un vaccin, un médicament, ainsi de suite, et que ça soit togolais, comme le cas du Madagascar, où on a Covid Organics. Voilà. Ouais. Donc, on travaille dessus. Oui. Qu'est-ce que vous croyez? Les chercheurs togolais sont des chercheurs. Hein? Non, nous, on ne croit rien parce que souvent, ils sont absents dans ces situations. Bon, je peux vous concéder ça. Mais pour Covid, d'ailleurs, quand vous voyez la façon pragmatique avec laquelle ils ont réagi, le président de l'université a pris ses responsabilités, a convoqué, il y a même un comité dirigé par le professeur Kokou et les résultats sont là. Ils ont exposé la dernière fois. Et la précision, c'est qu'ils n'ont pas trouvé un médicament contre la Covid. Mais ils ont trouvé je peux les appeler des médicaments qui peuvent aider à booster l'immunité de notre organisme. C'est-à-dire à gérer le Covid. J'espère que très bientôt, ils vont même trouver... Pour permettre à l'organisme d'avoir beaucoup de soldats. De soldats pour lutter contre les virus, tout ça. Bon, mon souhait qu'ils trouvent carrément un médicament, mais paraît-il que les médecins disent que ça va être aberrant de penser qu'on ait trouvé un médicament contre un virus. Et donc, voilà, un vaccin... C'est impossible? Impossible, je ne sais pas, mais à l'étape actuelle de la science, je crois que ça paraît absurde en termes de... Ça, c'est les médecins qui nous disent qu'un virus, il n'y a pas de médicament. On peut trouver un vaccin et tout. Donc, ma prière, vivement, que ces chercheurs qui se sont mobilisés cette fois-ci, ils ne sont pas que dans le domaine de médicaments. Mais la qualité des bavières, la qualité des masques qu'ils ont fabriqués, les visières, tout ça là sont à féliciter et je suis animé des mêmes fibres patriotiques que vous. Je suis très heureux d'apprendre ça et je crois qu'une fois va être coutume. Voilà, parlons maintenant des mesures barrières qui constituent au jour d'aujourd'hui le seul vaccin pour lutter contre cette maladie, le lavage des mains, éviter les attroupements, les embrassades, les accolades, tout cela est, pour le moment est interdit. Il faut quand même tousser dans le pli du coude lorsqu'on a envie, éternuer également lorsqu'on a envie de le faire dans le pli du coude ou bien dans un mouchoir à usage unique. Il y a plein de choses. Aujourd'hui, globalement, vous pensez que c'est devenu un réflexe au sein de la population par rapport à ce que vous voyez, ce que vous constatez tous les jours? Oui, je crois, heureusement. Merci pour votre engagement. Je crois que j'aime bien votre façon de dire que les mesures barrières constituent aujourd'hui le seul vaccin. Le seul vaccin. On est obligé. Vous voyez, l'évolution de la maladie, je disais que c'est devenu même une endémie. C'est une pandémie qui a appelé à durer dans le temps. Donc, certains disent nous sommes obligés de vivre avec le virus. Oui. Moi, je dirais, quand on dit vivre avec le virus, c'est comme on est déjà infecté et on gère. Non, nous sommes obligés d'apprendre à coexister avec le virus sans jamais en être victime. C'est-à-dire qu'il faut éviter de prendre le virus, mais vivre avec le virus sans se faire contaminer. Sans se faire contaminer. Vous me demandez à savoir si nous sommes satisfaits. Moi, personnellement, Joël, si je suis satisfait, pas au regard de ce que je vois, du respect de ces mesures barrières. Je sais quand même que la majorité, quand je fais un tour, la majorité, c'est devenu presque systématique, surtout pour ceux qui se déplacent en engin. Nous devons continuer par rester dans l'esprit de la sensibilisation. C'est ce que nous faisons, vous et moi d'ailleurs, parce que l'homme humain résiste un peu au changement. C'est pas facile, porter les masques, tout ça là. Mais nous devons comprendre pourquoi nous portons les masques. Enfin, nous respectons de façon générale les mesures barrières là. Pour dire que quand nous respectons les mesures barrières, non seulement nous sauvons notre vie, mais nous sauvons la vie des autres. Ceux qui ne veulent pas respecter les mesures barrières parlent de la liberté d'expression. Je voudrais bien comprendre. Dans cette situation, on n'en a même pas. Vous êtes étonnés parce que nous sommes, heureusement qu'on a
heureusement, j'en sais rien, mais on a prolongé l'état d'urgence. Nous sommes en état d'urgence. En ces moments d'état d'urgence, nous n'avons plus la faculté de jouir pleinement de nos libertés individuelles. C'est que dès lors qu'on dit qu'il y a état d'urgence, on va restreindre. C'est une mesure qui permet au gouvernement de restreindre les libertés publiques jadis préservées, qui ne peuvent être restreintes que par la loi, d'après l'article 14 de notre Constitution. Mais l'état d'urgence donne la possibilité donc au gouvernement de réduire ces libertés individuelles-là. Et cette fois-ci, c'est au nom de l'intérêt général. Ce n'est pas ma liberté individuelle qui compte, mais c'est l'intérêt de tous les Togolais. Ouais. Et puis, ceux qui veulent, nous faisons des activités, nous devons manger, nous devons nous déplacer. Mais avant de nous déplacer, il faut que je sois en bonne santé. Et pour être en bonne santé, il faut éviter la Covid. Je n'aime pas trop la Covid, mais il faut éviter de se faire contaminer par la Covid. Et éviter de se faire contaminer par la Covid, c'est respecter les mesures barrières. Et vous avez très bien dit que c'est le seul vaccin dont nous disposons aujourd'hui. Donc, tous ces développements, l'un mis dans l'autre, me fait dire que le respect des mesures barrières, ce n'est pas une faculté, c'est une obligation. Et une obligation, on n'a pas du choix. Un peu comme dirait le latin, dura lès, mais c'est lès. C'était que dure, mais c'est la loi. Reste la loi. On n'a pas le choix. On est obligé. Pour nous-mêmes, notre intérêt particulier, mais pour l'intérêt de la population. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas respecter. Mais heureusement que le gouvernement, qui est au-dessus de ces raisonnements personnels que je fais, a compris que c'est la nature de l'homme. A commencé Chrétiendo, on est allé à l'étape de la sensibilisation, on y est, mais je crois que très rapidement les sanctions vont suivre, parce qu'on ne va pas laisser impuni ad vitam aeternam. Pour celui qui ne va pas porter par exemple le masque, on va le punir. Je crois qu'il faut arriver à ça très prochainement, après la sensibilisation. Mais heureusement, l'histoire récente des obligations imposées aux populations, malgré elles, a prouvé que le Togolais est discipliné. Je prends l'exemple du port du masque, qui nous a semblé très difficile à l'époque, mais avec la sensibilisation, c'est le même mécanisme, l'État n'a pas changé. Sensibilisation, longue sensibilisation, et après la sanction. Donc c'est devenu quasi systématique maintenant. En tout cas, c'est rare maintenant de voir un motocycliste sans casque. Je veux bien croire, je crois dur comme fer qu'avec les mesures barrées, surtout le port de masque, ça va finir par arriver. C'est l'occasion donc de saluer le travail remarquable que font les forces de l'ordre qui sont dédiées à la chose. Et des fois, je fais semblant pour voir comment ils vont réagir. Au feu rouge, tout ça, là, je fais semblant. Je laisse les vitres ouvertes, je ne porte pas, je salue l'agent. Et dans 9 cas sur 10, ils me rappellent à l'ordre. C'est une très bonne chose, c'est l'occasion de leur dire félicitations. Donc, quand on est dans sa voiture et seul, on est obligé de mettre ça. Je ne veux pas polémiquer dessus. Vous savez, quand la loi veut distinguer trop, quand la loi veut distinguer de trop, ça fait que, voilà, ce n'est plus... La norme est diluée. Mais ce que je sais, analyse personnelle, quand vous êtes dans votre voiture seul et que vous laissez les vitres, rien n'est fermé. Lorsque vous serez amené à tousser, parce qu'on ne sait pas quand ça va venir, lorsque vous serez amené à éternuer ou lorsque vous serez amené à parler à quelqu'un, vous pouvez sortir des gouttelettes qui sortent de votre bouche et éventuellement, si vous êtes porteur, vous êtes détecté, enfin pas détecté, vous êtes porteur du virus, vous pouvez contaminer et vice-versa. Lorsque vous ne vous protégez pas, supposons que vous avez ouvert les vitres et que l'agent, quelqu'un qui vous parle, lui il est contaminé, lui aussi fait la même chose, vous vous exposez. Donc rien que pour ces deux raisons-là, il est quand même recommandé. Mais l'agent ne viendra quand même pas mettre sa tête au niveau de la vitre, il y a quand même cette distanciation. Bon, vous parlez de l'agent, si un passant vous adresse la parole, ceux qui vendent au bord de la on ne peut pas présumer. Parce que il est mieux de se faire confiance que de faire confiance à l'autre. Vous parlez de l'argent, ne peut pas. Là, vous trouvez des solutions pour vous dédouaner. Mais la bonne dame qui vend du riz, qui nous vend des petits gagets au feu rouge, là, les petits garçons qui nous vendent des gagets, là, il peut arriver, ce n'est pas souhaitable, il peut arriver qu'il soit contaminé, qu'il ne se protège pas. Dans ce cas-là, vous vous mettez en danger. C'est pour ces raisons simplement que moi je me dis que même si vous êtes seul, il est préférable. La situation que je peux envisager, on peut se dispenser. Là encore, vous êtes seul dans votre voiture, les vitres fermées,
Vous n'avez pas. Mais là aussi, ce n'est pas prudent parce que le policier, pour vous interpeller, vous pouvez être amené à parler à quelqu'un. Donc, pour éviter, tu sais, Amina, on dit, pour éviter tous ces micmacs, ces réflexions intellectuelles-là, je crois que il est quand même recommandé d'être en masque dès lors que vous sortez de votre maison. La loi n'ira pas jusqu'à frapper ceux qui parlent sans masque à la maison. Donc, quand vous êtes sur une place publique, appelé à recevoir du monde, le bon sens aurait voulu qu'on se protège soi-même et qu'on protège les autres. Alors, que dites-vous à ces personnes qui ne respectent pas le nombre de passagers dans les taxis, par exemple? On a dit un devant, à côté du chauffeur, et puis deux derrière pour quelque part observer cette distance-là. Et puis, dans les bars où rien n'est contrôlé, on se tape dessus, on fait tout ce qu'on veut après avoir bu. Vous avez quelque chose à dire à leur endroit? Oui, comme je le dis, nous sommes à l'étape de la sensibilisation. Oui. Je ne vais pas tout de suite les blâmer parce que les chauffeurs qu'ils font, c'est compte tenu de leur situation économique. Je suis tenté de comprendre. Je suis tenté de comprendre jusqu'au moment où je me retire parce que je ne suis pas prêt. Eux aussi ne sont pas prêts au nom des activités économiques, au nom des gains intérieurs et des gains que nous tirons de nos activités. Mais laisser la vie d'autrui en danger ou se mettre soi-même en danger, ce n'est qu'une question de bon sens et de logique. Ce n'est pas parce que je gagne en prenant 3 personnes derrière, j'aurais gagné 1500 au lieu de 1000 francs, que je vais laisser une 3e personne venir me contaminer. Parce que la distanciation sociale est une des mesures barrières. Sans les blâmer, je fais le constat que c'est dangereux. Et je viens à la seconde étape de mon raisonnement pour dire, je les encourage à respecter les mesures barrières. Vous savez quoi? On doit les respecter parce que ça nous permet de nous sauver. Ça permet de sauver les autres. C'est l'intérêt général. Vous savez, l'intérêt général, je ne saurais comment le définir. Mais c'est l'intérêt de tout le Togo. Et au nom de ça, il faut faire le sacrifice qu'il faut. Et prions que ça ne saurait perdurer et que très rapidement, on reviendra à la vie normale. Mais pour l'instant, comme on n'a pas de solution, que voulez-vous? En tenons-nous à ce qui est prescrit. Alors, Joël Abalo, chef division des affaires juridiques au ministère de la Santé, vous voulez conclure? Oui, s'il m'était donné de résumer tout ce que j'ai à dire, je voudrais comprendre les Togolais qui sont un peu réticents au respect de ces mesures barrières. Mais profitant de vos mots qui disent que les mesures barrières, le respect des mesures barrières constitue la seule façon, le seul vaccin pour nous, je voudrais donc encourager les concitoyens à s'en tenir à ça. En attendant de trouver mieux, respectons les mesures barrières. Respectons-les pour nous et pour les autres. Restons disciplinés parce que c'est une question d'intérêt général. Discipline, encore une fois, discipline. Soit on est confiné ou soit on est contaminé, soit on respecte les mesures barrières, soit on est exposé. Merci à Joël Abalo, chef de la division des affaires juridiques au ministère de la Santé. Merci d'être venu. Revenez quand vous voulez. Merci à Eloma Dovon pour la vidéo de cette émission. Une vidéo, on vous le rappelle, que vous pouvez retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. Merci à NASPM pour la mise en onde. Excellente soirée. À bientôt.